Bonjour à toutes et à tous, bienvenue de retour sur Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je reçois sur le plateau Maxime Comte, bonjour. Bonjour. Tu es économiste. C'est ça. Et Nicolas Héringer, bonjour. Bonjour. Tu es porte-parole pour 350.org, c'est ça? Et je vous reçois tous les deux pour parler du coup de changement climatique. Et la question qui m'intéresse moi, l'angle par lequel j'aimerais l'aborder, c'est de se demander est-ce que le niveau global ou le niveau des institutions gouvernementales, voire supranationales, est pertinent pour réfléchir le changement climatique et a-t-il une chance de faire réellement évoluer les choses? Est-ce que vous pouvez me donner tous les deux votre avis sur la question et après on en discute? Il y a deux questions. Dans la première question, c'est de savoir si c'est un échelon pertinent. C'est un échelon pertinent puisque le réchauffement climatique est un enjeu international. On dit souvent que c'est la solidarité obligatoire entre l'ensemble des États ou des populations de la planète et qu'on ne peut pas résoudre le réchauffement climatique dans un seul pays. Donc ça reste pertinent. Il faudrait effectivement que nous ayons des accords internationaux, des politiques internationales et des décisions qui soient suivies des faits au niveau international. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas le cas. Donc là où ça pêche actuellement, c'est que nous n'avons pas de mesures, de décisions et de politique internationale qui soit à la hauteur des enjeux. Donc toute la question, c'est de quelle façon pouvons-nous obtenir une réponse adéquate au niveau international. Et là, on rentre sur la stratégie des mobilisations sociales et quels sont les échelons où nous pouvons agir pour obtenir des réponses qui soient plus en adéquation avec la situation. Oui, parce que du coup, là, je vais me tourner vers Nicolas, peut-être pour avoir ton avis aussi. Effectivement, c'était peut-être pas très clair la manière dont je le disais. C'est un champ qui est évidemment pertinent, mais au sein d'une sphère et d'un monde capitaliste généralisé comme on le vit aujourd'hui, est-ce qu'il a les moyens d'agir? Parce que même si on a des politiques qui prennent des décisions, ou qui font des accords de Paris, est-ce que ça peut être réellement suivi des faits dans l'économie telle qu'elle est actuellement? Nicolas, qu'est-ce que tu en penses? Des moyens d'agir, oui, il y en a, clairement. En plus, le gros avantage quand même, c'est qu'une bonne partie de ces moyens d'agir en fait, ne coûtent rien. C'est-à-dire qu'il s'agit finalement de cesser de dépenser de l'argent dans l'extraction des combustibles fossiles, dans un système qui dysfonctionne. Donc c'est même pas forcément des choses qui coûtent énormément et qui ça permet de dégager de l'argent pour faire d'autres choses. Après, ce qu'ils le font, c'est effectivement une toute autre question. Et à vrai dire, c'est même l'exact inverse. Le cycle global de négociation sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre a commencé après la conférence de la Terre de Rio, le sommet de la Terre de Rio en 1992, donc il y a 26 ans maintenant. Sur la même période, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 75%, ce qui est la plus forte hausse de l'histoire. Du coup, on a débuté un cycle visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre qui a produit, alors c'est pas le cycle qui a produit l'effet inverse, mais à l'issue de ce cycle, on est dans une situation qui est catastrophique. Et on serait dans n'importe quel autre domaine que le réchauffement climatique, on se dirait, oula, mais il y a un gros problème, il faut réorienter complètement les moyens, les énergies, faire une sorte de plan Marshall, etc. Mais là, comme c'est le domaine du climat, en fait, on se dit, on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à présent, en se disant qu'un jour, peut-être que ça finira par marcher, parce qu'en fait, les États n'ont pas envie de s'aménager les marges de manœuvre pour agir, notamment parce que les lobbies, parce que la force de l'habitude, parce que le temps de la politique n'est pas celui du climat, etc. Et partant de ce constat, quelles sont les perspectives selon vous? Quels sont les axes vers lesquels il faut qu'on se tourne? Et quels sont les champs ou les niveaux auxquels on peut agir pour justement essayer de casser ce cycle néfaste? Il faut agir à tous les niveaux. Du niveau individuel et de l'engagement personnel pour réduire ses propres impacts sur la planète, jusqu'au niveau international pour exiger des politiques internationales qui soient complètement différentes. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en gros, il faut que chacun d'entre nous soyons en mesure à la fois de nous fournir dans une AMAP pour notre consommation individuelle et quotidienne, essayer de réduire notre propre impact et en même temps batailler contre les grands accords de commerce et d'investissement internationaux qui sont fondamentalement et structurellement climaticides, en inadéquation avec la lutte contre les dérèglements climatiques. Après, allons obtenir ces politiques à la hauteur des enjeux? Ça, c'est une autre question. Mais du point de vue stratégique des mouvements, des citoyens, des dynamiques citoyennes de mobilisation, c'est cette articulation-là qu'il faut qu'on arrive à mieux penser, mieux réfléchir, mieux mettre en forme, et que finalement, il n'y ait plus une opposition,
qui soit présent dans le débat public entre l'engagement individuel et l'engagement collectif au niveau international, mais finalement un continuum de pratiques où l'on passe de l'une à l'autre de manière assez naturelle et où on ne soit pas simplement quelques dizaines ou quelques dizaines de milliers ou quelques centaines de milliers à faire cette démarche-là, mais que demain nous soyons des millions et à être en mesure à la fois de changer nos propres comportements et de nous mobiliser pour obtenir des transformations politiques profondes dans les politiques qui sont prises par les États, par les régions, par les collectivités territoriales, mais également au niveau international, à l'ONU, l'Union européenne. En fait, on ne peut vraiment pas délaisser l'échelle globale, parce que si on délaisse l'échelle globale, alors ça veut dire qu'on renonce ou qu'on est prêt à renoncer à cette idée qu'il y a des inégalités globales face au changement climatique qui s'énoncent assez clairement. C'est que les pays, les principaux pollueurs, donc qui sont responsables pour la plus grande partie du réchauffement climatique, ne sont pas les pays qui en subissent le plus les conséquences. Donc cette inégalité-là, pour la résoudre, il faut un cadre global dans lequel on admette qu'il y a une sorte de dette climatique ou de dette écologique et qu'il faut donc que les pays les plus industrialisés fassent plus d'efforts que les autres et se montrent solidaires vis-à-vis de ceux qui subissent les plus graves conséquences. Après, évidemment, ces inégalités, on les retrouve à l'échelle des pays eux-mêmes. C'est-à-dire qu'une vague de chaleur, des inondations, etc., on n'est pas tous et toutes égales et égaux face à ce genre de catastrophes. Même si, parfois, comme en Californie, avec les grands incendies qu'il y a eu cet été, finalement, c'est aussi des personnes très très riches qui les subissent. Il y a ces phénomènes d'inégalité. Après, il faut aussi effectivement essayer de voir quelles sont les échelles. Comme au niveau global, ça dysfonctionne très largement, quelles sont les échelles par lesquelles on peut essayer de faire bouger les choses à l'échelle globale. Donc il y a les actions au niveau local, il y a les actions au niveau régional, et puis avec Maxime, on a coutume de dire en fait il y a trois axes sur lesquels il faut se mobiliser, ou trois choses qu'il faut combiner. Il y a la question de la résistance, c'est-à-dire c'est faire barrage à la destruction du climat. On peut le faire avec son corps, par de la désobéissance civile, mais on peut aussi le faire si on est élu local, par exemple, en se déclarant communauté locale hors CETA, hors TAFTA, etc. Il y a la non-coopération, c'est dire pas avec notre argent, pas en notre nom. Donc c'est tout ce qui va recouper le désinvestissement, sortir son argent des banques qui financent les politiques climaticides. Et ça aussi, c'est au niveau individuel comme au niveau collectif. Ça peut être une collectivité locale, ça peut être une université, ça peut être une chaîne de télé associative. Quelle est la banque qui gère le compte en banque de TV Bruit ? Est-ce que c'est une banque qui... Crédit coopératif. Alors, a priori, ça va. Mais voilà, il y a ça. Et puis le troisième, c'est effectivement la construction des alternatives. Et il faut arriver à connecter et à articuler les trois, et chacune à différentes échelles. Parce que moi, un des exemples qui m'a frappé, j'étais à un atelier où on parlait ce matin de la production énergétique, justement, et des impacts que ça pouvait avoir sur le climat, évidemment. Et là, les avis étaient très partagés. C'est-à-dire que beaucoup considéraient que... la mise en place de projets locaux à petite échelle ne rimait à rien, parce que de toute façon, ça produisait tellement peu d'énergie que ça ne changerait pas, ça ne réussirait pas à inverser la vapeur. Et d'autres, en revanche, prenaient le point de vue que, effectivement, les initiatives locales ne suffiront pas en termes de production d'énergie à changer les choses, mais par contre auront un tel impact pédagogique, de prise de conscience au niveau local, de prise de conscience que c'est possible, qu'au fur et à mesure, en multipliant ces initiatives locales, on arriverait au stade où en fait, les politiques n'auraient plus le choix que de changer, tellement la population serait intimement persuadée que c'est la bonne solution. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Les deux positions se défendent. Tout l'enjeu est d'en trouver une troisième, pour ne plus opposer les deux premières, mais de donner à voir comment les deux peuvent s'articuler. C'est-à-dire qu'effectivement, la multiplication d'initiatives locales, tant qu'elles ne deviennent pas hégémoniques, elle reste une simple addition d'initiatives finalement un peu résiduelles. Mais tout l'enjeu est de voir comment ceci peut effectivement enclencher des dynamiques qui soient de nature transformative. Et tout l'enjeu, de mon point de vue, dans nos réseaux, dans nos espaces militants, est plutôt que de mettre un « et », ou d'opposer les deux options, de dire c'est soit au niveau local, soit au niveau global, c'est de mettre un « et » d'expliquer qu'on peut faire les deux, et que quand on se bat au niveau local pour installer une centrale photovoltaïque villageoise, moi j'en fais partie d'une à mon échelle, sur mon territoire, ben, il n'y a pas de discontinuité ou d'impossibilité avec la nécessité d'exiger que EDF se transforme radicalement, que Total soit démantelé, qu'on reprenne le pouvoir sur la politique énergétique au niveau local. Et ceci, il faut vraiment qu'on le pense, qu'on le réfléchisse, qu'on le réarticule, parce qu'il y en a d'autres qui tentent de réagir à la crise
climatique ou à la crise écologique, qui sont celles et ceux qui pensent que la finance peut se verdir simplement avec quelques petites décisions de ces mêmes financiers, que le capitalisme peut se verdir. Et donc, du coup, on pense, nous, avoir une réponse systémique à la crise systémique à laquelle nous faisons face, mais d'autres ont cette même prétention. Et tout l'enjeu, c'est de ne pas leur laisser le champ. Et si on leur laisse le champ au niveau local, ils seront en mesure, effectivement, de proposer des choses au niveau local pour embarquer des gens dans l'idée qu'il faut se sauver soi-même contre le reste de la planète. Et si on leur laisse la possibilité d'agir seul au niveau international ou au niveau national, de même, ils vont nous raconter à la face du monde entier qu'il n'y a pas de problème, que le capitalisme peut se verdir et que les choses iront bien ou moins mal. Qu'on trouvera des technologies pour pallier aux des problèmes. Solutions. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est justement de réarticuler ces différents échelons, ces différents modes d'action, et de les penser non plus en opposition, mais de façon à ce qu'ils soient de nature à transformer ce rapport de force que nous avons besoin d'infléchir. Une des grosses questions aussi qui se pose, Nicolas, je me tourne vers toi, c'est jusqu'où faut-il aller pour obtenir une société soutenable finalement. Je pense que beaucoup ont peur d'un retour à l'âge de pierre quand ils entendent parler beaucoup de militants pour le changement climatique. Est-ce qu'on a identifié des scénarios plausibles qu'on peut amener face à ces idées d'un soi-disant besoin de retour à l'âge de pierre pour pouvoir être soutenable? Le retour à l'âge de pierre, il est quand même beaucoup plus probable qu'il soit provoqué par une catastrophe nucléaire, par exemple, que par une transition énergétique vers un mix énergétique 100% renouvelable, d'autant qu'on sait par différentes études, dans le cas de la France par exemple, ça va être l'ADEME ou Negawatt, qui nous montrent sur des scénarios un peu différents, mais qu'on peut arriver à un mix énergétique 100% renouvelable en 2050 sans surcoût du kilowattheure. C'est-à-dire qu'on peut à la fois sortir des combustibles fossiles et sortir du nucléaire. Et ça sans retour à la bougie. Alors après, la question, ça va effectivement être de savoir, est-ce qu'on est dans un scénario dans lequel on pense qu'il est possible, qu'il est sain et qu'il est souhaitable de maintenir la même consommation énergétique, voire qu'elle croisse, ou est-ce qu'on va aussi vers quel est le niveau de sobriété vers lequel on veut aller. Donc ça, on peut en discuter. Mais par exemple, le niveau de sobriété qui est de rénover les bâtiments, on consommera moins d'énergie, mais on vivra beaucoup mieux. En plus, on crée des emplois qui sont relocalisés, qui ne sont pas délocalisables. C'est exactement la même chose ici sur la question de la relocalisation de l'alimentation. Oui, quelque part, on ralentit la mondialisation, voire on démondialise. Mais on mange beaucoup mieux, et en plus de beaucoup mieux manger, on crée des relations qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus fécondes entre le tissu urbain et l'agriculture périurbaine, entre le monde paysan et le monde des personnes qui ne cultivent pas ce qu'elles mangent. Alors évidemment, c'est comme consommer moins de viande, ça sera beaucoup moins dépensier en termes d'énergie. Mais non, la question c'était plutôt, est-ce qu'il y a des grandes sphères de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui qui, de toute façon, ne seront plus soutenables? Typiquement, oui, quand prendre l'avion. Ouais, prendre l'avion, mais si on va un peu plus loin, avoir des serveurs Google qui bouffent des centaines de milliers de litres d'eau et qu'on est tous en train d'utiliser, même ici aujourd'hui encore. Est-ce que ça, c'est envisageable à maintenir, ou est-ce qu'il va falloir envisager une autre manière d'utiliser le numérique, ne plus utiliser le numérique? Enfin, est-ce qu'on a des réflexions, des gens qui essayent d'analyser, est-ce qu'on peut continuer à faire tourner Internet de manière durable, quoi, en gros, par exemple? Je ne sais pas répondre à cette question dans l'absolu, parce que quand on parle de transition, nécessairement on parle d'un cheminement où l'état d'arrivée n'est pas nécessairement défini avant même qu'on ait entamé ce processus de transition. Donc aujourd'hui, on a 5, 6, 10 scénarios intéressants qui nous permettraient d'avancer dans la réduction de nos consommations, dans la réduction de notre impact, de notre empreinte écologique, et c'est à travers ce cheminement qu'on va inventer ce monde futur et le point d'arrivée. Donc les scénarios nous aident à préfigurer ce que peut être ce point d'arrivée, mais ce point d'arrivée sera nécessairement différent de ce qu'on peut envisager et aujourd'hui imaginer, parce qu'on est perclus de référentiels qui sont ceux du siècle passé, sont ceux des années d'aujourd'hui, des années actuelles, et que le futur, par nécessité, nécessairement, va transformer le point d'arrivée auquel on aspire. Et souvent, j'exprime ça de la façon suivante. En France, où en gros on nous dit mais il n'y a pas d'alternative à une électricité à 75% nucléaire, il n'y a pas d'alternative à des déplacements qui sont principalement axés sur le pétrole. On ne sait pas quel sera ce point d'arrivée où on sera 100% énergie renouvelable ou 100% dénucléarisé. Mais avant d'être à ce 100%, essayons d'être à 10, 20, 30, 40%. On ne sait pas
quel sera le point d'arrivée, mais entamons le chemin. Ne cherchons pas la perfection, mais les avançons questions, déjà. et les questions techniques peuvent se résoudre les unes après les autres et pas de manière absolue sur un plan défini à l'avance. Donc on a besoin de s'imaginer ce que peut être ce futur, mais ne pas s'y contraindre et ne pas se dire dans le futur, le 100% est impossible, donc du coup, il ne faut pas y aller. Non, il est important d'entamer les choses, et c'est en entamant cette transition-là qu'on va la rendre possible. Sinon, elle restera impossible. Nicolas, un mot pour conclure, ouais. C'est vrai qu'en plus, quand on a ce genre de discussion, souvent, on manque d'imagination. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, tenir pour inéluctable des choses qui ont 5 ou 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'iPhone, par exemple. Dans 10 ans, il y aura... Enfin, voilà. C'est pas quelque chose qui va être indispensable. En tout cas, de cette manière-là, sous cette forme-là, enfin, le futur peut ressembler à des choses très, très différentes les unes des autres. Ce qui est important, en revanche, c'est qu'on n'abandonne pas cette question-là à d'autres, à des experts, à des technocrates, parce qu'on peut, par exemple, très bien imaginer un futur 100% renouvelable qui serait atroce d'un point de vue démocratique et social. C'est le futur 100% renouvelable que nous prépare Elon Musk, Apple, Google, Amazon, etc., dans lequel, ce sera 100% renouvelable. Mais il n'y aura plus aucun droit collectif, on sera des individus qui n'auront même plus d'État ou de corps intermédiaire, il n'y aura que des entreprises dont on sera soit l'esclave, soit le consommateur. On ouvrira la porte de notre frigo, Amazon saura qu'on n'a plus de ketchup, un drone nous livrera du ketchup automatiquement. Ça, on n'a plus de droit dans un futur comme celui-ci. Donc c'est hyper important de se poser la question justement des différents futurs possibles, parce que eux, de leur côté, ils travaillent dessus, ils travaillent à des scénarios, ils les planifient, ils essayent de les organiser. Eux, ils savent quel futur ils veulent. Voilà. Donc nous, il faut qu'on se réapproprie ça aussi. En fait, là, il faut qu'on se réapproprie évidemment le présent, mais il faut aussi qu'on se réapproprie la question du futur, dont on s'est trop laissé déposséder et dont le discours catastrophique sur le changement climatique peut contribuer à nous déposséder. On se dit, finalement, si c'est fichu, du coup, à quoi bon se préoccuper d'essayer de reprendre le contrôle et le pouvoir là-dessus. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur le plateau de TV Bruit. Merci. Bonne fin de journée et puis bonne fin d'université. Ouais, pareillement.